venir à cette présentation. Merci aussi FEPCA de m'inviter une seconde fois, enfin une seconde édition. Et donc aujourd'hui, on va prendre le temps pour discuter du syndrome du piriforme, et ça va surtout être un exercice de raisonnement. Avant tout, je dois me présenter, donc Brian Littré, kinésithérapeute de formation. J'ai des liens d'intérêt, j'en ai même beaucoup, puisque je suis formateur en formation continue et en formation initiale, donc je suis rémunéré pour mes prestations en tant que formateur. Donc méfiez-vous de tout ce que je vais dire. Donc si on commence, le syndrome du piriforme, qu'est-ce que c'est? Le syndrome du piriforme, ça a été décrit en 1928 par certains auteurs et certains chirurgiens comme pouvant être une compression du nerf sciatique au niveau du piriforme. Donc vous avez des mecs qui découpent des cadavres, qui observent le corps des gens et qui se disent « Ah ouais, ça peut comprimer le nerf et ça peut expliquer le fait que certains patients ont des douleurs dans la région fessière. » Vous avez la majorité des études sur le sujet qui ont été faites plutôt récemment, donc cette entité clinique est plutôt très récente. Comment ça se présente chez un patient type? Donc c'est un patient qui a des douleurs au niveau de la fesse, un patient qui montre parfois des irradiations au niveau de la jambe, des patients qui ont des paresthésies, des patients qui ont une difficulté à tenir la position assise prolongée, et un test de mise en tension nerveuse, un test neurodynamique qui est positif. En fait, c'est un patient qui a mal au cul, et en général qui se tient de cette manière lorsqu'il est assis longtemps. En fait, il a du mal à rester en position assise prolongée. Et pour les tests qui nous permettent d'identifier ces patients, il y a des tests de contraction des muscles de la région fessière, un test de mise en contrainte de la hanche et des tests neurodynamiques. Donc, il semblerait qu'on puisse identifier un groupe de patients qui ont une clinique un peu similaire, qu'on appelle syndrome du piriforme. Et la théorie donc, que l'on a, c'est que le nerf sciatique est comprimé par le muscle piriforme. Et la théorie des gens à cette époque, qui est tout à fait normale en lien avec cette époque, la théorie des kinés, c'est le muscle qui est trop contracté ou le muscle qui est trop court. C'est ce qui fait chier un peu le piriforme, qui fait chier un peu le nerf sciatique. Et en plus, il semblerait qu'il y en ait des variations anatomiques au sein de la population. Donc si je prends vous tous dans la salle et que j'analyse à l'IRM vos nerfs sciatiques, il semblerait qu'il y ait des variations anatomiques. Et, même si cette étude ne nous permet pas de le dire parce que les ajustements statistiques n'ont pas été faits pour, peut-être que la proportion de gens qui ont des lombalgies est augmentée chez ceux qui ont une variation de nerfs sciatiques de type 2. Donc le type 2, c'est la branche fibulaire qui reste dans le muscle piriforme. Donc peut-être, ça reste intéressant. Cette étude a été faite en Pennsylvanie sur 88 personnes, majoritairement des Afro-Américains. Donc on a peut-être un début de données nous permettant de nous dire que le nerf sciatique peut être comprimé par le piriforme. Cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on analyse au niveau des données fondamentales? Au niveau des données fondamentales, on se rend compte qu'on peut analyser le flux des molécules d'eau au sein du nerf, et c'est très utile pour évaluer par exemple les accidents vasculaires. Donc on va se servir de l'anisotropie, qui va étudier les propriétés et les changements de propriétés là pour le coup des molécules d'eau selon la direction, et en fait on se rend compte que s'il y a de la compression, ça change de direction, donc forcément ça va changer de propriété. Sur une cohorte de 10 patients, comparativement à des patients qui sont sains, on se rend compte que les gens avec cétalgie ont une diminution de l'anisotropie de manière bilatérale. Donc des gens qui ont une lombalgie avec des irradiations dans les deux jambes. Pour 3 patients qu'ils ont pu identifier ayant une clinique de syndrome du piriforme, ils ont une diminution de l'anisotropie uniquement sur les coupes IRM après le piriforme. Et ça de manière unilatérale. Ça aussi, ça nous permet de nous dire qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec le piriforme qui semble comprimer le nerf sciatique.
Et en plus, on a même l'étude de cas d'une personne de 53 ans qui, pendant 2 ans non-stop, a souffert au niveau de sa fesse avec des paresthésies constantes. Cette personne, on observe que, à l'imagerie tenseur de diffusion, on observe exactement la même chose que je vous ai décrit juste avant. Cette personne, c'est son muscle piriforme, son nerf sciatique. On découpe son muscle piriforme et son tendon. Et la personne, abolition des douleurs. Donc là, on a même des cas de patients qui ont cette clinique, chez qui on va intervenir directement, et qui vont mieux alors qu'on agit que au niveau du piriforme. Plutôt pas mal. En général, le parcours de ces patients, ce sont des patients qui ont des douleurs neuropathiques, qui ont une intolérance à la position assise, les tests cliniques sont positifs, et qui ont un échec de traitement conservateur. Les traitements des kinés dans les années 90, c'est tirer sur les muscles, appuyer sur les muscles, ou tirer sur les nerfs en fait, et appuyer sur les nerfs. Et lorsque le traitement de physiothérapie ne fonctionne pas, en général, on propose des injections ou de toxines botuliques, ou d'anesthésiants, ou de corticostéroïdes. Et par exemple, pour la toxine botulique, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va totalement faire fondre le muscle. Vous avez une atrophie musculaire suite à des injections de toxine botulique. Ce qui va encore en lien avec le fait que peut-être que le muscle piriforme vous pose vraiment problème. Et au niveau de l'opération, donc une fois que le traitement conservateur n'a pas aidé et les injections n'ont pas aidé, vous avez des opérations sous endoscopie où là, par exemple, vous vous rendez compte que le tendon du muscle piriforme a été sectionné. Le patient va très bien. Il n'a plus ces symptômes. Mais cependant, est-ce qu'on peut vraiment dire que le syndrome du piriforme, comme on se l'imagine, existe vraiment? C'est-à-dire un muscle trop contracté ou trop court qui comprimerait le nerf sciatique? La réponse? Et on va voir ensemble pourquoi. La plupart des mecs ont un rêve. Intéressons-nous aux critères de causalité de Bradford Hill. Vous avez la conférence d'Alexandre Le Boucher sur les biocabinets qui en a très bien parlé, mais on va les voir également. Donc, au niveau des critères de causalité de Bradford Hill, il faut qu'il y ait une association entre une variation anatomique particulière et une augmentation de l'incidence de patients ayant une clinique de syndrome du piriforme. On est d'accord avec ça? Nickel. 2, il faut qu'il y ait une relation dose à effet. Il faudrait que plus il y a de compression, plus le muscle est gros, plus les gens ont une clinique de syndrome du piriforme. Plus je bois de l'alcool, plus j'ai de chance d'avoir une cirrhose. Une temporalité d'association, il faut qu'il y ait une cause qui précède un effet. S'il y a de l'eau sur le sol, il faut peut-être qu'il pleuve d'abord. Une spécificité d'association, donc il faut également que cette corrélation ait un effet propre. Il ne faut pas qu'elle ait 1 million d'effets. La spécificité d'association, elle est moins utilisée puisqu'on se rend compte qu'actuellement les problèmes sont multifactoriels. J'espère que je vous apprends rien par rapport à ça. Une douleur de genou, c'est pas parce qu'on est faible au niveau du quadriceps, c'est pas parce qu'on est faible au niveau des fessiers. Il y a peut-être un peu de tout, il y a peut-être pas du tout ça. Par contre, il faut absolument une reproductibilité des résultats, essentielle. Une plausibilité biologique, il faut que ça puisse être cohérent d'un point de vue de la biologie, qu'on ait un problème de compression de muscles en lien avec le piriforme qui puisse altérer un nerf. Mais il faut aussi qu'il y ait une cohérence biologique. Il ne faut pas que ces données rentrent en contradiction avec tout ce que l'on connaît actuellement. Exemple, si je vous dis que la Terre est plate, cohérence, 0. Même si, d'un point de vue plausibilité, quand je marche, je ne tombe pas sur le côté, donc c'est sûrement que la Terre est plate. Aujourd'hui, on connaît la gravité. Une présence de données expérimentales comme les opérations uniquement ciblées sur le muscle piriforme. Et analogie, en fait, c'est le critère PEC qui est le moins utilisé et qui est d'ailleurs plus utilisé parce qu'il correspond uniquement à une métaphore que l'on pourrait faire. Et c'est pas une blague.
Du coup, déjà, est-ce que les personnes qui ont des douleurs dans la région fessière, c'est un signe propre de problème de piriforme ou est-ce que ça peut être associé à différents signes? Si on analyse uniquement les radiculopathies, lorsque je parle de radiculopathie, c'est une atteinte de la fonction nerveuse au niveau de sa racine. Donc, par exemple, pour les radiculopathies cervicales, et on trouve la même chose pour les radiculopathies lombaires, la plupart des patients ont des douleurs uniquement à un endroit, à l'épaule, par exemple, pour les radiculopathies cervicales, sans que ce soit une douleur qui irradie, sans que ce soit une douleur neuropathique. Et ce n'est pas une douleur superficielle, je parle bien de douleur profonde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de vos patients qui ont des douleurs d'épaule qui ont en fait des radiculopathies cervicales. Un patient, si en lui bougeant la tête, il peut retrouver son amplitude, il y a plus de chances qu'il ait une radiculopathie cervicale qu'autre chose. Et on se rend compte qu'en moyenne, dans cette cohorte, par exemple, 20% des patients atteints d'une radiculopathie, donc j'observe à l'EMG qu'il y a un problème musculaire, ont des douleurs uniquement présentes à une zone précise. Ou ici, ou ici. Ensuite, on ressent un nœud à la palpation. On sent que c'est dur, on ressent des triggers. On se rend compte aussi que pour les patients ayant des radiculopathies, et là pour des radiculopathies lombaires, que depuis 1948, donc ça date, les personnes ayant des radiculopathies lombaires, sur le trajet du nerf sciatique, ont des muscles qui ont tendance à faire plus de spasmes, de par la radiculopathie. Et ils se sont même posé la question d'utiliser comme critère d'identification de radiculopathie la texture à la pression des muscles de la région fessière et du mollet. Dernier truc, toujours pour les radiculopathies cervicales, pour les radiculopathies, pardon, on s'est rendu compte que peu importe où vous injectez de la toxine botulique, des produits anesthésiants, des corticostéroïdes, proche ou autour d'un nerf, vous allez régler un problème de nerf. Exemple, vous avez un syndrome du canal carpien, vrai. Si je vous injecte au niveau cervical, vous allez aller mieux. Et ça, c'est en lien avec la neuroinflammation. Et l'inflammation neurogénique, pardon. Et ça nous amène aussi à nous dire que les traitements en lien avec les injections, on ne peut même pas se servir de ça pour nous dire que ouais, c'est vraiment un problème au niveau du piriforme. Donc là, je viens de vous montrer juste 3 éléments qui sont pourtant des éléments clés dans l'identification des patients au sein de ce sous-groupe, qui correspondent plus à des radiculopathies qu'à autre chose. Et on va continuer. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une corrélation entre variation anatomique et syndrome du piriforme? L'étude dont je vous ai parlé juste avant, sur les Afro-Américains de Pennsylvanie, ils tentent de mettre en évidence une association entre variation anatomique et sciatalgie. Là, vous avez une vraie étude qui a des ajustements statistiques qui correspondent pour évaluer si les variations anatomiques peuvent augmenter l'incidence d'avoir un syndrome du piriforme, c'est-à-dire d'avoir la clinique de « j'ai mal dans ma fesse, ça fourmille, je ne peux pas rester longtemps assis ». Donc sur 783 patients, il se rend compte que déjà 20% de la population, en moyenne, ont des variations anatomiques. Et ça, c'est également ce qu'on retrouve dans la majorité des cohortes. Entre 20 et 40% des humains ont ces variations anatomiques. Et ce qu'ils se rendent compte, par contre, c'est que les personnes qui ont ces variations anatomiques n'ont absolument pas plus de chances d'avoir une clinique de syndrome du piriforme. On retrouve exactement la même proportion de patients ayant un syndrome du piriforme chez ceux ayant une variation anatomique ou ceux étant en mode normal. Donc il n'y a pas d'association entre syndrome du piriforme et variation anatomique. Au niveau de la plausibilité biologique et de la cohérence externe, alors déjà il faut se rendre compte qu'un syndrome canalaire correspond donc à un problème de contenant-contenu, mais nécessite par contre un canal ostéofibreux. Et j'insiste sur le ostéofibreux. S'il n'y a pas d'os, pas de fibre, il ne peut pas y avoir de
syndrome canalaire. À l'exception de syndrome d'éloge, où en fait c'est une augmentation de pression dans la zone, mais là on est plus sur un syndrome canalaire parce qu'il y a trop de pression, plutôt qu'un syndrome canalaire compressif. Et il semblerait en fait que dans le corps humain, les muscles protègent totalement les nerfs. Lorsque vous faites par exemple un test neurodynamique et vous sentez que ça tire, c'est uniquement parce que votre nerf a de la contrainte, il envoie au cerveau « Eh oh, on est en train de me tirer dessus », le cerveau envoie au muscle « Viens protéger le nerf ». Et en plus, je vous dirais qu'il y a également un manque de cohérence dans le traitement des kinés parce que appuyer sur un nerf, à part lui créer plus de souffrance, ça va servir à rien. Appuyer sur un muscle, c'est pas ça qui va le détendre. Tirer sur un nerf, à part lui mettre plus de souffrance, ça va servir à rien. Tirer sur un muscle, est-ce que ça va l'allonger? Absolument pas. Et si on analyse de manière pointue ce qui se passe lorsque les gens ont des radiculopathies lombaires. Vous avez 12 patients qui étaient sur la table d'opération et qui vont subir une microdiscectomie. Donc on va leur tirer une partie de leur disque parce qu'ils ont une hernie discale symptomatique. On se rend compte que chez ces personnes avec cette protrusion discale, lorsqu'on va mettre de la contrainte en étirement sur leur nerf, on va commencer à dégrader le nerf au niveau de sa réponse physiologique. Et plus vous faites ça, plus vous faites des étirements sur un nerf qui est déjà comprimé au niveau de sa racine, plus vous êtes en train de le dégrader. Imaginez que la microdiscectomie, ça se passe là, et quand on observe, une fois qu'on a retiré le disque qui peut comprimer le nerf, lorsqu'on observe la réponse électrique du nerf, comment est-ce qu'il fonctionne, on se rend compte que le nerf commence à mieux fonctionner. Nerf comprimé, nerf décomprimé. Appuyer sur un nerf, c'est peut-être la chose la plus conne qu'on a déjà fait dans cette planète. Et ça agit comment? Ça agit surtout parce que vous allez enlever l'obstruction de la vascularisation du nerf. Lorsque l'on observe la vascularisation du nerf en lien avec le test neurodynamique, on se rend compte qu'on met de la contrainte en striction qui va faire que ça circule moins bien. On enlève la compression, ça circule mieux et tout le temps. Et cette circulation de flux sanguin au sein du nerf est totalement corrélée à la fonction du nerf. Tirer sur un nerf, appuyer sur un nerf, c'est con. Je veux vous retenir. Et qu'est-ce qui fait qu'un muscle, au final, ça pose pas vraiment problème par rapport au nerf? Déjà, tous les bodybuilders, sinon, ils auraient des syndromes canalaires. Et malheureusement, j'ai pas 4 heures devant moi pour développer pourquoi un muscle ne peut pas mettre en souffrance un nerf. Il peut le comprimer, mais de manière très transitoire. Au final, ça va plus faire du pompage qu'autre chose. Mais je vous dirais une chose très simple. Pensez qu'un muscle est assez puissant pour générer des contraintes, pour altérer la fonction d'un nerf. C'est comme penser que lui, il mange que des brocolis et du poulet. Lui, il prend du Winstrol, du Tenabol, l'hormone de croissance, de la testostérone énanthate, etc., etc. Les molécules, sûrement, certains d'entre vous les connaissent. Et donc, ils savent que lui, il est chargé. De la même manière que moi, je sais qu'un muscle ne peut absolument pas altérer la fonction d'un nerf sur le long terme. Et vous savez quoi? Si vous ne croyez pas, on va ouvrir une personne et on va observer qu'est-ce qui se passe. 1994, donc 94 pour les Belges. Sayson et collaborateurs ont décidé d'ouvrir les patients qui ont un syndrome du type uniforme et ils observent où est-ce qu'il y a de la souffrance nerveuse. Parce qu'en fait, le truc qui est génial, c'est que lorsqu'un nerf est en souffrance, si je vous ouvre, je sais où est-ce qu'il y a une souffrance. Parce que sa vascularisation va me le dire. Du coup, on ouvre, on observe le nerf. En plus, c'est une personne qui avait une variation anatomique. On regarde, par contre, pas de souffrance au niveau de son passage dans le muscle. Plutôt cool. Par contre, on observe une souffrance à un autre endroit. Et on observe une souffrance, malheureusement, je pense que vous ne voyez pas de manière bien fluide, on observe une souffrance au niveau d'une fibre, d'une bande fibreuse, d'une bande fibrovasculaire à côté du muscle.
Et en fait, depuis déjà 1979, vous avez déjà des auteurs qui émettent l'hypothèse que des fibres et des bandes fibreuses, à elles seules, peuvent créer des syndromes canalaires en lien avec une clinique de syndrome du piriforme. Donc il y a déjà des mecs, depuis 1979, qui disent des choses qui fait que ma conf ne sert absolument à rien. Mais c'est pas grave, on va continuer. Et au niveau, au final, des traitements kinés qui sont les plus efficaces et qui montrent une plus grande efficacité, vous n'avez pas forcément tiré, massé dans la zone, vous avez renforcé autour de la zone, créé des neuroglissements pour qu'il y ait un pompage au niveau des nerfs, et pourquoi pas faire de l'exposition graduelle aux contraintes de ce même nerf, parce que c'est possible. Du coup, ça nous amène à penser à une chose. Déjà, si vous avez un patient avec ce type de clinique, douleur dans la fesse, qui a du mal à s'asseoir longtemps, etc., vaut mieux peut-être faire plus des neuroglissements, de l'exposition graduelle aux contraintes, du renforcement de la zone pelvienne et du tronc, plutôt qu'autre chose. Maintenant, on a vu qu'il n'y avait donc pas forcément de corrélation entre contractilité du muscle piriforme et clinique de syndrome du piriforme. Est-ce qu'il y a une relation de dose à effet? Déjà, alors qu'il n'y a pas d'association pour avoir une dose à effet, bonne chance. Mais même chez les gens en fait, qui ont des hypertrophies de muscles piriformes, la réponse au traitement n'est absolument pas corrélée avec le fait que vous ayez un volume plus important de votre muscle. Volume plus important, ou à l'élastographie, sinon qu'il y ait une plus grande densité, qu'il soit plus contracté, plus spasmé. Relation dose à effet, non. Et si, à partir de là, on décide de se dire, tous les mecs qui ont un syndrome du piriforme, qui ont une clinique de syndrome du piriforme, je vais les prendre, je vais leur faire passer ou un scan ou un IRM, et on va voir ce qui se passe vraiment dans leur corps. Vous avez donc Vassalou et collaborateurs, qui sont des Grecs, qui pendant 10 ans, sur une étude rétrospective, ont analysé les IRM de tous les patients, je dis bien tous, sur 10 ans, qui avaient ce type de clinique. Mal dans la région fessière, quand on tire dessus, blablabla. Les mêmes critères que je vous ai décrits au début. Sur ces 10 ans, 184 patients ont eu d'imagerie, donc sur ces 10 ans, les patients qui ont cette clinique, et on observe 74 patients qui semblent avoir un truc à l'imagerie en lien avec le piriforme. Et ils sont intéressés, et ils ont pris comme critère de jugement primaire la réponse au traitement. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme traitement, et quelle était la réponse au traitement. Si je vous prends une partie de ces 74 personnes, vous avez donc des atteintes au niveau du piriforme primaire et secondaire. On va commencer par quelques primaires. Pour quelques primaires, donc primary PMS, bizarrement, il y a un traitement antibiotique qui est donné à certains patients. Traitement antibiotique pour un problème au niveau d'un piriforme. Ouais, j'ai vu ta froncer les sourcils, je comprends pourquoi. Vous avez également les critères, le sous-groupe de patients qui ont une atteinte secondaire au niveau du piriforme. Mais donc secondaire à quelque chose, secondaire à quoi? Dites-vous que peu importe secondaire à quoi, le traitement conservateur a été utile dans de rares cas. Et ces rares cas, au final, c'était des atteintes veineuses. Pour la majorité des patients qui ont une atteinte secondaire au niveau du piriforme, ils ont été répondants à un type de traitement, mais à la chirurgie. Et au final, si on analyse, c'était secondaire à quoi? C'était secondaire à des fistules anales, à des cancers, à de l'endométriose, à des déchirures musculaires, à des avulsions, à énormément de cancers, des types de cancers différents, à des troubles vasculaires de l'aorte abdominale, à des troubles vasculaires de l'artère iliaque, etc. Des trucs pas cool. Du coup, je le refais. Sur 10 ans, il y a des Grecs qui décident de se dire, les gens qui ont mal au cul, on les prend, on leur fait un IRM, un scan, on les observe et on se rend compte que sur tous les gens sur ces 10 ans qu'ils ont eu, il y en a très peu qui ont un vrai truc au niveau du piriforme. Et il y en a au moins 74 qui ont un truc vague au niveau du piriforme. Sur ces 74,
il y en a 62 qui ont des trucs graves. Du coup, il en reste 12. 12 qui ont peut-être un truc au niveau du piriforme, des syndromes du piriforme primaire. On se rend compte que parmi ces personnes-là, il y a des myosites ossifiantes. Pourquoi l'antibiothérapie de tout à l'heure? Parce que c'était une personne qui avait un abcès et un staphylocoque doré au niveau du piriforme. Et si on élimine, pareil, encore les trucs graves, il nous reste quelques irréductibles gaulois. Et chez ces personnes, c'était faire une chute sur les fesses de plus de 2,5 m, des anthésopathies, mais ça c'est du classique, et vous avez des réelles hypertrophies maladaptatives chez certains patients. Il y en avait un suite à du dopage, un parce qu'il était amputé, l'autre parce qu'on a mis une prothèse de hanche, et un autre, ils n'ont pas su savoir pourquoi. Donc en fait, ça laisse une personne qui aurait peut-être un syndrome vrai du piriforme. Étonnant. Oh, comme c'est bizarre! Oh, comme c'est bizarre! Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas passer là. Là, je vous ai parlé d'une étude qui est plutôt récente et qui est vachement bien menée, qui peut nous donner des informations plutôt précises au final. Qu'est-ce qu'on observe dans d'autres études? Pour les autres études, on observe pour des patients avec des syndromes et une clinique de syndrome du piriforme, un qui a une spondylarthropathie, des myélomes multiples, cancer, staphylocoque doré, métastase, maladie de Crohn et fistule anale, endométriose, et là, avulsion des ischio-jambiers qui amène à une névrite. Ces patients avaient tous la même clinique. J'ai mal, parfois c'est irradie, mais je ne peux pas rester longtemps assis, et quand on contracte ma fesse, ça fait mal, etc. Vous vous rendez bien compte que si eux, juste vous massez et vous tirez sur leur nerf, ça ne va rien régler comme problème. Oh, comme c'est bizarre! Oh alors! Moi, ça ne m'étonne pas, parce que comme je vous l'ai dit, au niveau de la plausibilité biologique, j'ai la chance d'avoir analysé la littérature et de la comprendre, pour déjà me dire que c'est vachement chelou que des gens puissent penser qu'on peut régler un problème de nerf en appuyant dessus, en tirant dessus, et qu'un muscle puisse vraiment comprimer un nerf. Après, à dire est-ce que c'est jamais un problème de piriforme? On a vu qu'il y a parfois des patients qui ont des hypertrophies maladaptatives, des gens qui ont des anthésopathies, ou des abcès. Mais en fait, il y a peut-être un sous-groupe du sous-groupe rare qu'on est en train d'étudier qui aurait un problème au niveau du piriforme et qui expliquerait une certaine compression. Et sur cette IRM, on observe déjà des choses, et si on y va en endoscopie, on se rend compte qu'il y a ça. De la fibrose vraie. Des bandes fibreuses. Ça, c'est pas avec des étirements que vous allez régler ça. C'est au scalpel. Ou alors, parfois, il n'y a même pas besoin de régler ça si vous faites l'exposition graduelle aux contraintes du nerf et qu'il arrive à gérer. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de variations anatomiques, mais les mêmes auteurs qui ont fait ces beaux graphiques sur les variations anatomiques, ils mettent aussi en évidence qu'il y a des fibres et des bandes fibreuses vasculaires qui peuvent irriter le nerf. Et quand on regarde à l'endoscopie, je vous avais montré cette photo avec le muscle piriforme sectionné, vous vous rappelez? Et du coup, maintenant, est-ce que tu vois la bande fibreuse qui était là aussi tout à l'heure? Un nerf qui est bien irrigué, le nerf est moins irrigué, on a retiré le piriforme, il est toujours moins irrigué, mais par contre, il reste toujours la bande fibrovasculaire. Autre cas, là, on voit bien la distinction entre le tendon du piriforme et le nerf sciatique. Là, par contre, on voit rien. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de bandes fibreuses. Autre donnée, qu'est-ce que ça donne une tendinopathie calcifiante?
ça donne des espèces de petits cristaux au final qui prennent de la place et qui augmentent la pression. Il ne faut pas qu'il y ait forcément du contact pour qu'un nerf soit en souffrance. S'il est dans une zone où il y a une augmentation de pression, il peut être en souffrance. Exemple, certains syndromes de l'âge. Mais dans la majorité des cas, on est sur des toiles d'araignée. Donc rendez-vous compte donc qu'on part d'une hypothèse de kiné et de médecin qui essaie d'extrapoler de la biomécanique, parce que c'est vraiment de l'extrapolation biomécanique, qui essaie de donner des solutions qui ne sont pas cohérentes avec ce qu'il existe vraiment comme problème, et qui peut être plus délétère pour les patients parce qu'il y a de la perte de chance. Parce que si vous avez un cancer pelvien et que c'est réglé vite, en général, les qualités de vie derrière, c'est nickel et vous survivez. Si vous attendez des années, vous jouez à la loterie. Et au niveau, au final, donc, des diagnostics différentiels en lien avec des douleurs dans la région fessière, vous avez, comme on l'a dit, ou des radiculopathies, des troubles rachidiens, ou des causes intrapelviennes ou extrapelviennes, ou d'autres tendinopathies ou neuropathies de la région pelvienne. Mais en général, ce sont des trucs qui puent. Les neuropathies au niveau du bassin, ce sont des choses qui nécessitent, en général, une exploration par imagerie médicale ou une urgence. Donc, plausibilité biologique. Non. Cohérence biologique. Est-ce qu'il y a un gradient biologique? Absolument pas. Des données expérimentales, oui, il y en a. Hein. Quand on retire le piriforme, ça va mieux. Mais en fait, c'est comme si pour un syndrome du canal carpien, plutôt que juste couper le rétinaculum des fléchisseurs, je retire un os du carpe, il y aura moins de pression sur le nerf. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Analogie, comme on l'a dit, c'est la chose peut-être qu'on utilise le moins actuellement. Force d'association, absolument pas. Relation de dose à effet, absolument pas. Temporalité d'association, bah oui, on a un piriforme avant d'avoir mal dans la zone. Spécificité d'association, absolument pas. Donc moi je m'y attendais, mais je pense qu'il y en a certains chez qui ça peut être un peu désagréable parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont eu des cours qui disent totalement l'inverse. Je suis désolé pour vous. Mais par contre, là vous avez des données en plus qui vous disent que des douleurs dans la région fessière, si je ne vais pas mieux avec mon patient de manière rapide, en gros si ce n'est pas une atteinte radiculaire, une imagerie est peut-être conseillée. Et donc ça, au final, ça rentre dans le deep gluteal syndrome, douleur de la région fessière profonde. Mais donc c'est pas un problème de muscle trop court. Un muscle trop court, ça ne veut absolument rien dire. Peu importe votre amplitude. Si demain je vous emmène au bloc, je vous mets sous anesthésiant, vous êtes du chewing-gum, je fais ce que je veux avec vous. Ce qui limite votre amplitude, c'est votre système nerveux. C'est pas votre système musculaire. Et peut-être qu'il y a des hypertrophies primaires vraies, mais un, c'est très rare. Deux, on n'est même pas sûr que ce soit associé à, au final, plus de symptômes. Et trois, on s'en fout. Et vous avez cette étude récente de 2019 qui dit que parmi les deep gluteal syndrome, donc déjà, il y a une multitude d'étiologies. Le syndrome du piriforme, mais que surtout, peut-être ce qu'on devrait identifier comme syndrome du piriforme, ce serait beaucoup plus des bandes fibrovasculaires qui irritent le nerf plutôt qu'autre chose. Parce que c'est ce qu'on observe. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure on a parlé d'anisotropie fractionnelle, qu'après le piriforme, ça circulait moins bien. Vous voyez s'il y a des bandes fibrovasculaires. Et rappelez-vous, si on retire un os, si on retire complètement un muscle, ça va mieux circuler. Est-ce que ça circule mieux pour les bonnes choses? Je ne suis pas sûr. Donc, vous pouvez être sûr à 99,9999% de pouvoir dire à l'un de vos professeurs, s'il vous dit que le syndrome du piriforme qui existe, que non. Et je vous passerai le diapo s'il y a besoin. Mais là aussi, ça ouvre une certaine réflexion autour de toutes les pratiques et autour de
toutes les hypothèses que l'on peut se faire par rapport aux problèmes humains. Est-ce que mon patient, il a réellement un problème de contraction du transverse, le contrôle moteur? Est-ce qu'il a vraiment un problème au niveau de ses rhomboïdes pour avoir mal au dos? Ou est-ce que les facteurs psychosociaux ont été évalués? Est-ce qu'on a analysé dans quelles circonstances est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'on a analysé s'il avait des comorbidités, etc. Est-ce que quand j'ai mal au pied, il faut absolument que j'ai des semelles? Parce que si on fait des extrapolations biomécaniques, on peut vite tomber sur un raisonnement qui ne correspond absolument pas à la réalité, comme ce qu'on vient de voir. Est-ce que quand je lève vraiment l'épaule, il y a mon tendon qui est en train de râper contre mon acromion et on fait des acromioplasties? Je vous laisse raisonner. Donc ce que l'on sait, c'est que ce n'est pas un problème de piriforme qui prend des tensions. Ça n'invalide absolument pas le fait qu'il y ait des patients qui souffrent, mais ça nous donne juste, par contre, des éléments de réflexion pour mieux aider ces patients. Et dans une cohorte où on observait des patients avec cette clinique, par contre, pour 97% d'entre eux, c'était des patients qui faisaient des chutes sur la région fessière. Je m'occupe de pas mal d'athlètes du roller derby, du football américain, et on a des crash pads. Et ben, des chutes sur les fesses peuvent amener à une clinique de « j'ai mal à la fesse, ça fourmille, j'ai du mal à être performant ». J'ai eu encore cet été sur un athlète qui est tombé sur les fesses pendant bien 4 jours, il ne pouvait plus sprinter. Sa fesse était éteinte. Et donc méfiez-vous de pas mal de discours que vous pourrez entendre dans votre pratique, dans votre vie de thérapeute. Calmez-vous. Je vous conseille au final de lire des études, parce que ça va être vraiment important pour vous. Même si c'est contraignant dans un premier temps, ça vous sera vraiment d'une très grande aide. Moi, ce qui me pose problème, c'est que justement, quand des discours ne sont pas forcément étayés et sont transmis au grand public, donc je suis moi-même enseignant et formateur, je ne me verrai pas dire que je sais si je suis sûr de ne pas savoir, ou si je sais que je ne sais pas. Et je préfère vous dire, par exemple, si tout à l'heure vous me posez une question alors que je ne sais pas, je ne sais pas. Plutôt qu'essayer de vous mentir ou de vous broder une hypothèse biomécanique. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Pour une meilleure compréhension au final des problèmes et une meilleure analyse des problèmes des patients, il faut savoir absolument décrypter la littérature scientifique. 2, pour des cliniques de syndrome du piriforme, douleur dans la fesse, à la contraction, à l'étirement, etc., les examens complémentaires sont utiles. Et peut-être que pour certains patients, aller à la chirurgie est essentiel. Et au final, les critères diagnostiques de deep gluteal syndrome, ils ne sont pas inutiles. Ils sont utiles ou pour diagnostiquer des radiculopathies simples, qu'on peut régler vite, ou si ça évolue pas comme on le veut, des choses plutôt graves. Ça, j'aimerais vraiment que vous le reteniez. C'est que cette clinique, au final, de patients, douleur dans la fesse, ça irradie ou pas, il ne peut pas rester longtemps assis, quand il fait un étirement du nerf sciatique, ça s'irrite. Si ça ne va pas en 1-2 mois de rééducation, peut-être que l'imagerie est conseillée. Je vous le conseille. Et j'ai déjà eu 2 fois le cas au cabinet, une fois une tumeur, une fois de l'endométriose. Donc, ces patients ont réellement quelque chose, mais pas ce qu'on peut penser. Mais les solutions, en tout cas, qu'on peut leur proposer, à partir de maintenant, j'espère pour vous, seront plus adaptées. Donc, merci à vous. Et maintenant, je crois, vient le temps des questions. Merci. Ouais, c'est bon. Tu sais combien de temps il reste ? Ok. Alors, du coup, je me demandais, pour tout ça, Ouais. est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose sur le bronchite avec le syndrome de la traversée thoraco-brachale ? Alors pour le syndrome de la traversée thoraco-brachale, pour toi c'est quoi? Ou ce serait quoi?
Ouais. Et moi, je sais, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais je sais que la compression est difficile. Ok. Qui au final, si il y a un truc qui vient par en place, c'est des trucs qui est de la chirurgie aussi, comme par exemple le col cervical, comme ça, donc pour moi, j'ai l'impression que ça peut être pareil. Alors, tu as tout à fait raison de te poser cette question, et pour le coup, je forme sur le sujet, donc je connais. On se rend compte qu'un grand sous-groupe de patients avec des traversées thoraco-brachales, en fait, où ils ont une transverse hypertrophique, où ils ont une côte supplémentaire, où ils ont des bandes fibreuses supplémentaires. Donc, c'est un groupe de patients rare. Le truc, c'est que moi qui travaille dans les problèmes nerveux et les troubles vasculaires, on en voit beaucoup, et souvent, je vais jusqu'à la chirurgie pour eux. Surtout quand c'est vasculaire. Quand c'est nerveux, je te dirais, on a encore une marge de manœuvre si ça ne s'irrite pas trop. Par contre, quand c'est vasculaire, j'ai la croyance qu'on a très peu ou pas d'effet. Donc, tu as tout à fait raison de te poser cette question. Maintenant, justement, on a des données qui nous disent que un syndrome de traversée thoraco-brachale et où tu as exclu les cervicales et où le traitement que tu fais usuellement n'avance pas comme tu le veux, oui, faire des examens pourrait être intéressant. Le seul problème, c'est que les examens à faire, là, c'est plus de l'IRM. C'est par exemple faire un angioscanner. Tu ne peux pas avoir ça partout. Si tu fais un Doppler ou un angioscanner, il faut que ce soit en position de provocation, ce qui se fait quasi jamais. Il faut exclure la myélopathie cervicale. Il faut exclure le cancer du dôme pleural. En fait, c'est une entité clinique pareille qui pue. Mais tu as tout à fait raison. Il faut se poser la question du mécanisme. Donc, ce n'est pas une compression dans un muscle, mais c'est une irritation ou une compression liée à des choses plutôt chiantes et plutôt douteuses. Oui, parce que c'est pareil, nous, on a pu beaucoup voir, on va pas mal parler de détention des stéroïdes, etc. Je ne répondrai pas à ces questions. Comme vous avez dit, par rapport au fait d'appuyer ou d'étirer le nerf, ça ne servait pas à grand chose. C'est par une mise en tension graduelle. Est-ce que vous pouvez bien faire le distinguo en termes de vie? C'est que de la mise en contrainte graduelle, normalement, tu es censé la doser et la mesurer pour pas que ça provoque de symptômes, pour pas que tu viennes irriter le système nerveux. Donc c'est vraiment une histoire de progression. De progression, et surtout que quand tu vas comprimer un nerf, il n'a pas la possibilité de se mouvoir pour emmagasiner l'énergie. Alors que si tu lui mets une tension longitudinale, en général, il va vraiment faire un pompage et faire un phénomène de striction. Si je viens appuyer dessus, il ne peut pas fuir, il est en souffrance. En gros, ça met la compression. Tu te rappelles l'étude des patients qui vont avoir une microdissectomie, mettre de la compression, ça aide pas. Après, par contre, tu peux mettre de la contrainte progressive en jouant un peu de la corde de guitare tranquillement sur les nerfs. Ce qui fait que certains massages des cervicales, ça peut aider certaines neuropathies parce que tu viens tranquillement jouer sur les nerfs. Tu peux, c'est une possibilité. Donc, mise en tension graduelle et la mobilité, c'est de faire bouger le nerf. Est-ce que c'est possible? À ton avis, si je fais des biceps curls, il se passe quoi au niveau de mes nerfs? Il bouge. Si je fais du développé couché, il bouge. Si je fais du rowing, il bouge. Si je fais ça, il bouge. Donc en fait, la mobilité de nerfs, tu n'as même pas besoin d'essayer d'y aller avec des techniques manuelles pour qu'il bouge. Oula, vous n'êtes pas content les kinés, calmez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore un mec d'Orléans. Putain. Salut. J'ai une question concernant les bandes fibrovasculaires. Est-ce qu'il y a une étiologie concernant ces bandes ou est-ce que tu as des explications sur le fait qu'il y a certaines personnes qui vont en avoir plus que d'autres ou des personnes qui vont avoir des sensibilités avec ces bandes sur les nerfs, par exemple? Malheureusement, je n'ai pas connaissance de données tentant d'évaluer ça. Et ça m'étonne peu qu'on
qu'on trouve, enfin que même si on tente une étude comme ça, on n'en trouve pas, parce qu'en fait c'est simple, il faudrait ouvrir tout le monde pour voir quelle est la proportion de fibres, à quelle épaisseur. Je te dirais juste que si j'extrapole de données autres, des populations asiatiques ou des populations d'Afrique vont avoir plus tendance à faire des kéloïdes et à avoir un type de collagène un peu différent et à une production de collagène différente. Peut-être que ce serait une population plus à risque, mais j'en sais rien. Parce que c'est un peut-être, mais comme je dis, j'en sais absolument rien, j'ai pas de données dessus. Ok. Moi j'avais une question un peu technique parce que j'ai un patient là, en ce moment, en live d'ailleurs, du coup, je suis un peu paumé. En présentant, ça fait 7 ans qu'il a des douleurs, mais 2 ans, c'est vraiment validant. T'as dit quoi dans les deux jambes? Non, c'est cervical et bras. Ok. Et du coup, il aurait un syndrome du défilé thoracobrachial, possiblement amélioré parce que le branchement de lui est du coup dans le supérieur, et plus une hémorragie d'Arnold, donc le style bien comme ça. D'accord. Voilà. Et à l'imagerie, ils auraient retrouvé un bloc congénital C3-C4, donc 2 vertèbres soudées, quoi, mais du coup, possiblement de naissance, quoi. Et du coup, ma question c'était, après t'avoir écouté, qu'est-ce que je peux trop faire, quoi. Ah oui, et par exemple, du coup, il est venu à l'hôpital pour aussi des injections de toxines botuliques dans les muscles périarticulaires, quoi. Bah, le truc, c'est que, avec ce que tu me dis, j'ai déjà un cas de patient que j'ai envoyé se faire opérer pour une myélopathie qui avait une clinique de. Ça fourmillait tout le temps dans le membre dans le membre sup, et il perdait de la force dans le membre inf. Donc, déjà, si tu fais un bilan et tu observes une myélopathie, il faut traiter la myélopathie. Déjà, donc, c'est simple. Si ces symptômes peuvent être aggravés rien qu'avec la position de la nuque, ou même tu mets en slump et c'est aggravé, tu mets de la contrainte dans la moelle, déjà orienté pour une IRM du rachis, une IRM cervicale, parce que on a, par expérience, tous les chirurgiens vous le diront, quand tu as des vertèbres soudées, tu as beaucoup plus de chances que la moelle elle prenne plus cher, ou au-dessus ou en dessous, mais vraiment plus cher. Ensuite, si on est sur un syndrome de traversée thoraco-brachiale, si tu es plus sur des troubles vasculaires, parce qu'à l'EMG tu vois pas grand-chose, il faut un angioscanner en position de provocation. Donc position de chandelier, angioscanner. Et là, tu observeras où est-ce que ça bloque, si ça bloque. Et souvent, ça termine par on retire une côte, on coupe une bande fibreuse, etc. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Tu peux faire des choses pour lui, mais là, je te parlais vraiment d'un point de vue tissu, parce que pour lui, est-ce que ça le dérange? Est-ce qu'il peut faire des choses dans la vie? Est-ce que l'exposition graduelle peut lui permettre de faire plus de choses? Si je te donnais l'exemple d'un autre patient qui a une myélopathie cervicale, il n'a pas envie de se faire opérer. Par contre, on a nettement amélioré sa qualité de vie, juste parce qu'on met petit à petit de plus en plus de contraintes sur son système nerveux. Et ça, c'est plutôt ouf pour une myélopathie cervicale, surtout qu'elle est dynamique. Donc, à voir avec ton patient, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui lui permet de tenir beaucoup plus, de faire plus de choses. Ça, ce sont également des choses à explorer, pas forcément voir que la partie tissu. Ok, merci. Pas de souci. Il reste 10 minutes de questions. Merci Brian de la conférence. Je me demandais, tu évoques déjà qu'une première cause, par exemple, de bandes fibreuses, peut être responsable éventuellement de symptômes. La chose que je me pose, c'est comment expliques-tu que les gens qui ont vécu ces variations anatomiques depuis toujours se mettent à déclencher des symptômes un beau jour, et pourquoi ils ne le disent pas depuis le début? Je sais que je ne sais pas, parce que c'est exactement la même chose pour les patients qui ont une côte cervicale supplémentaire, qui déclenchent par exemple des troubles vasculaires symptomatiques. Au final, les troubles vasculaires, ils les avaient avant, mais je te dirais une inflammation au niveau de l'intima,
qui se fait en général à partir d'un trauma, une position prolongée ou autre. Je ne peux pas t'expliquer le pourquoi, mais j'ai tendance à observer chez quelques patients que j'ai eu au cabinet que c'est sur un événement traumatique ou micro-traumatique répété que ça arrive. Je vais te donner 2 exemples. Une patiente qui faisait du paintball à haut niveau. En plus, tu connais l'exemple, je me rappelle qu'on l'avait fait. Patiente qui faisait du paintball à haut niveau, tombe sur l'épaule, elle se fait sa 7e luxation, mais jusque-là, rien d'anormal parce que d'habitude, la luxation, elle se remet, elle fait sa vie. Sauf que là, ça ne va pas depuis 3 mois. Elle a un manque de force dans l'épaule. Elle fait un EMG, tout allait bien. Et elle, par contre, je lui prends son pouls en position où ça n'allait pas. Plus de pouls. Enfin, je l'ai mis au tensiomètre et le tensiomètre me disait alerte. Et elle, en final, elle s'est fait retirer une côte. Et puis, plus de symptômes. On est d'accord que la côte, elle ne va pas pousser dans la nuit. Je ne saurais absolument pas te dire pourquoi à ce moment c'est arrivé, mais ça semble arriver chez certaines personnes. C'est peut-être l'accumulation qui, au bout d'un moment, fait que on arrive à un seuil où le corps ne peut plus compenser. Voilà. Il nous reste 5 minutes de questions. Je crois qu'il y a des trucs là-bas. Bonjour. J'avais une question concernant les livrages épinarales. Ouais. On dit que du coup, les périformes peuvent aussi devenir perinatales, mais du coup, c'est économique. Le nerf pudendal, tu m'as dit? Ouais. Alors, tu as les troubles au niveau des nerfs obturateurs qui provoquent des atteintes du nerf pudendal. Le muscle piriforme, je pense que tu as compris que... Voilà. Et du coup, si on sait ça, pourquoi on n'ouvre pas directement les patients pour retirer les fibres, la fibrose? Parce qu'on tente le traitement conservateur avant. Parce que pour voir la fibrose, au final, il faut y aller par endoscopie. Et à l'IRM, souvent, tu vois absolument pas les fibroses. Là, je vous ai montré un cas où on voyait vraiment de la fibrose et c'était flagrant. Chez la plupart, tu vois rien. Et donc, du coup, pour pouvoir la voir, il faut directement faire. Ouais. Merci. De rien. Il y a des questions là-bas, en haut à gauche. Bonjour Alexandre Boucher. Tout à l'heure, tu as dit que étirer un nerf, c'est peut-être la chose la plus stupide qu'on puisse faire sur cette planète. Et il me semble que dans une étude d'Anita Schmidt en 2018, Je t'attends. alors elle se basait sur des modèles animaux in vivo in vitro, mais le fait d'étirer un nerf progressivement, ça participerait à moduler la neuroinflammation et le neural. Est-ce que tu as vu ce truc-là? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors pour le coup, justement, elle faisait pas de l'étirement, elle faisait vraiment des neuroglissements, où il y avait une partie de l'articulation qu'elle mettait en antitension. Et ça faisait vraiment un effet de glissement-pompage plutôt qu'un étirement. Tu as les dernières données 2021 sur les modèles de rats et chez l'humain qui montrent que lorsque tu compares mise en tension et neuroglissement, si tu fais de la mise en tension dans les 3 premières semaines, tu observes une dégradation du nerf à la Nerve Conduction Study, donc à l'EMG. Et même d'un point de vue des données sur le rat, tu observes une réelle dégradation de la gaine de myéline. Donc en fait, un étirement du nerf va plus aller l'irriter, le dégrader qu'autre chose. Après, comme tu as dit aussi, c'est une espèce d'exposition graduelle. C'est que toi, tu es plutôt sain. Si je te fais des étirements, il y a de grandes chances qu'en fait, ton système nerveux, comme il n'a pas l'habitude d'aller aussi loin, on n'est pas encore vraiment sur un étirement, et petit à petit, il me laisse aller plus loin, comme pour une danseuse, quoi. En fait, on a une espèce de marge de sécurité, mais chez quelqu'un qui est symptomatique, si tu lui tires sur le nerf, ça fera un peu comme pour un alcoolique. Je m'explique. Souvent, les patients, ils disent je fais des étirements, au final, ils tirent sur leur nerf, et je me sens bien après. Mais les symptômes, ils font que revenir. Donc je m'étire, je me sens bien, mais les symptômes, ils reviennent, donc je m'étire, et ça revient. Et en fait, moi, je vois ça et que je leur explique, c'est un peu comme un alcoolique qui se réveille, il a une gueule de bois, donc il décide de boire. Et puis après, il va avoir une gueule de bois et il décide de boire. C'est en fait esquiver le problème. Mais étirer le nerf, un nerf,
ça l'irrite et ça le défonce. Tu as même des patients qui ont des polyneuropathies Charcot-Marie-Tooth. Benjamin, toi aussi tu as bien des patients, ouais. Donc eux, ils ont des neuropathies vraies, des polyneuropathies métaboliques. Dès qu'on tire sur leurs nerfs, c'est la fin. On les éteint et on les dégrade. Tirer sur un nerf, d'un point de vue de la biologie, c'est vraiment pas pertinent. Mais tu regarderas dans l'étude, je sais que c'est pas un étirement de toute la chaîne, mais plus, là on peut dire que je tire. Je tire pas vraiment. Là je tire. Ça correspond et ça répond à ta question. Ouais, mais du coup je crois que c'était pas exactement cette étude-là. C'est une étude où ils avaient pris un nerf d'un rat, il avait mis in vitro, il avait tiré dessus. In vitro. Et ils avaient vu qu'il y avait de la croissance nerveuse. Yes. En lien avec cet étirement qui était très faible, mais il y avait de la croissance nerveuse. Donc est-ce que ça pourrait être, même si sur ce modèle animal in vitro, une option thérapeutique pour certains cas dans certains patients où on n'arrive pas à faire autre chose? Ouais. Du coup, je comprends mieux ta question. Je te dirais que oui, sur un étirement, comme tu as dit, faible. En fait, c'est ce qui se passe quand on fait un glissement, c'est un étirement faible. C'est utile chez les patients et on se rend compte que ça améliore la régénération. Si tu prends les mêmes études sur le rat où tu fais plusieurs groupes de rats et tu leur niques le nerf sciatique, tu leur mets un petit coup de couteau dans le nerf sciatique, ceux qui vont aller mieux, c'est ceux au final qui vont faire des neuroglissements et dans les neuroglissements, tu as un peu de tension. Mais j'insiste sur le un peu. En fait, quand je dis tirer sur les nerfs, c'est tu tentes la tension maximale. Et par contre, quand tu tires légèrement, mais étant donné que Schmitt, là, je dois écrire un papier avec elle, j'en parlerai plus qu'il serait de moi pour toi. Ça finit, merci beaucoup. Merci à vous.